Okay, so it is 2 o'clock. I guess we're gonna get started. I wanted to welcome everybody. My name is Barbara Melodic, and I am the marketing manager for FSL in Canada, K to 12 at Pearson Canada. Thank you for joining us today. Just a quick housekeeping note. Everyone's line is muted. At the end, I can open up all the lines, but we're going to mute you so that you're already muted, rather, so that we don't have any background noise. So if you have any questions throughout, just please feel free to put them in the chat. And without further ado, I'm going to pass it over to Denis Cousineau. Merci, Barb. Bonjour tout le monde. I think I'm going to do like last time. I'm going to say a few opening words en anglais and wish everybody a welcome to this conference. Barb will stay online afterwards too if you have technical questions or details about pricing whatsoever, which will not be addressed in my presentation. So feel free to hang on later when the whole conference is going to wrap up. Last time we had some very specific questions by people. If you want to ask questions en anglais, feel free to do that. You have a couple of places, I think there's a chat box, and there's also an area for questions and réponses that you can enter in there, and we're going to verify those at the end of the session. And now I'm going to switch en français. Donc, un gros bonjour à tout le monde. Ça me fait énormément plaisir de vous revoir pour ceux qui étaient là à la première session, tous ceux qui sont là pour la première fois. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui, donc je suis désolé de ce mini-inconvénient. On va essayer que le petit chat soit le plus calme possible. Donc, ceux qui sont là pour la première fois, un gros bonjour, et on va pas nécessairement faire un grand retour en arrière, mais si vous voulez, au tout début, juste pour vous situer, on va essayer de placer un peu la première conférence et on va tout de suite entrer dans le sujet de la conférence. Je voulais aussi en profiter pour dire un gros merci à toute l'équipe de Pearson qui organise ces webinaires, tout ça. Et je vous encourage par après d'aller consulter tous les autres webinaires qui sont offerts et d'aller voir des ressources. Vous avez affaire à une équipe qui est absolument extraordinaire. Il y a plein de ces gens-là qui sont en ligne maintenant. Donc, un gros merci à cette équipe-là. Et finalement, avant d'entamer les propos, un gros bonjour à tous les gens que je connais qui sont soit de l'Ontario, soit de toutes les provinces canadiennes, ou encore qui sont potentiellement quelque part sur la planète. Donc, un gros bonjour en direct de Gatineau, dans la région d'Ottawa. Il fait beau, mais il pourrait faire plus chaud, comme on dit. Donc, un gros bonjour. Je vais maintenant partager mon écran et on va s'en aller dans le contenu de la présentation aujourd'hui et on vous encourage à aller suivre là. Donc, j'imagine que tout fonctionne bien pour l'instant. Pardon. Donc, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, juste un petit retour assez rapide ici pour vous dire que la dernière fois, on s'est concentré essentiellement sur 3 ressources qui existent chez Pearson, EcoPro, Mon réseau, ma vie et Jusqu'au bout, pour clarifier un petit peu et pour identifier avec tout le monde que depuis un certain temps, chez Pearson, on a vraiment fait un virage très important et on s'est collé sur les développements des curriculums qui se passaient à travers toutes les provinces, tout d'abord avec l'Ontario, mais bien sûr avec tout ce qui se passe un petit peu à travers partout le Canada, et que la réalité du cadre européen est devenue un aspect vraiment important. Donc, le premier séminaire, si on voulait, c'était de faire ce lien-là et de montrer que ce n'était pas un lien qui est un lien en surface, mais c'est vraiment un lien en profondeur et c'est un lien, si on veut, substantiel et explicite. Le cadre européen est une partie fondamentale des ressources chez Pearson maintenant. Les écrivains, les équipes, etc., sont fortement influencés avec cette logique-là et les grandes idées qui existent derrière le cadre européen. Donc, le premier séminaire, si vous voulez, c'était d'établir ce lien-là. Et maintenant, on va passer au deuxième séminaire et on va parler un petit peu des objectifs aujourd'hui qui vont être légèrement différents. Dans l'objectif de la présentation aujourd'hui ou de la présentation, le premier aspect qu'on veut dire, c'est que l'approche actionnelle, on veut l'avoir en action. Donc, en d'autres mots, on va essayer de la rendre explicite puis
pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire parler d'approche actionnelle. Une des choses qu'on sait, c'est que pour beaucoup d'enseignants et pour beaucoup de pédagogues, c'est un concept qui reste encore un peu nébuleux. Il reste nébuleux parce qu'il exige ou ça exige un petit peu de repenser la pédagogie. Et ça, si vous voulez, c'est pas tout à fait évident. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de le rendre un petit peu explicite, un peu plus explicite, un petit peu plus clair. Puis on va essayer de se concentrer surtout aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne me promènerai pas un petit peu dans les ressources, mais jusqu'au bout, d'après moi, si on veut, c'est ce que j'appelle le modèle ultime du CECR. Premièrement, jusqu'au bout est maintenant une ressource qui est en partie construite et qui est encore en train de se construire, pardon. Et l'idée derrière jusqu'au bout, c'est de créer des situations réelles, c'est de créer des situations actionnelles qui vont inspirer ensuite la pédagogie, qui vont ensuite inspirer le travail en salle de classe. Donc, on va travailler à partir de jusqu'au bout, surtout aujourd'hui, mais on va faire des liens un petit peu avec mon réseau pour que vous soyez conscient un petit peu de cet aspect-là. Mais ce qui est vraiment important dans l'approche de jusqu'au bout, c'est qu'elle est clairement établie par rapport au cadre européen. Donc, il y a des scénarios qui sont prévus pour les niveaux A, les niveaux B, dans le B1, le B2, tout ça, avec l'idée que chaque apprenant va se situer quelque part. Donc, cet aspect-là, c'est absolument fondamental. Un autre aspect qui va être discuté aujourd'hui, ça va être la discussion par rapport à la grammaire ou tout ce qui va s'appeler les contextes langagiers, la syntaxe, etc. C'est de voir quel rôle est-ce qu'on doit faire, qu'on doit donner, est-ce qu'on doit donner à la grammaire dans une pédagogie repensée. Et ça, si vous voulez, ça va être un aspect important à cette discussion. Et quand Pearson a pris cette discussion ou ce virage il y a quelques années, la discussion autour de la grammaire et de comment repenser la grammaire, si vous voulez, c'est un élément clé dans les ressources qu'on retrouve maintenant. Parce que le DELF est aussi un élément clé un peu partout à travers le pays, si on a une ressource qui est inspirée sur le cadre européen, il est absolument logique de faire le lien avec le DELF. Donc, en d'autres mots, si vous utilisez les ressources Pearson, si vous utilisez le matériel qui est conçu ici pour des niveaux spécifiques, ça veut dire que logiquement, vous pouvez inspirer, vous pouvez influencer, vous pouvez aider à préparer les élèves pour le DELF. Donc, en d'autres mots, ce ne sont pas des composantes qui sont séparées, mais c'est que une ressource bien utilisée peut véritablement influencer et aider les élèves à bien se préparer à passer leur delta. On va également faire un lien très important par rapport à l'évaluation. Si on va parler d'évaluation, il faut qu'on maintenant soit très, très précis sur cette idée d'évaluation formative et d'évaluation sommative. Donc, puisque les ressources Pearson s'inspirent du cadre européen, puisqu'ils s'inspirent des documents, de programmes d'études, de curriculum qui ont été créés, la logique de l'évaluation, elle va de pair. Donc, on va faire un lien avec tout ce qui va être évaluation. Et finalement, on va conclure avec une idée qui est absolument fondamentale. Puisqu'on parle de cadre européen, on parle de progression des compétences chez nos élèves, chez nos apprenants, mais il est absolument fondamental que cette discussion compétences soit liée à une discussion confiance. Donc, si on veut faire progresser les gens, il faut établir avec eux des zones de confiance, il faut les amener à réfléchir. Donc, dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, on va parler de tout ce développement qui va se faire avec la confiance des apprenants. Donc, on avance maintenant. Et on arrive, si vous voulez, à une première partie. Et il va y avoir deux images qui vont se ressembler. Les deux prochaines images, d'après moi, sont clés pour faire un lien important ici avec le webinaire d'aujourd'hui. Au cœur de la discussion, au cœur de la pédagogie, au cœur de la conception du travail qu'on fait maintenant, c'est que le point de départ, ce n'est pas la langue française. Le point de départ, c'est l'apprenant. Et cet apprenant-là, on l'appelle maintenant un acteur social. Donc, en d'autres mots, si j'apprends une langue comme le français, on pourrait faire la même discussion avec toutes les autres langues, mais quand on est un apprenant en langue seconde, l'idée, tout d'abord, c'est d'être capable de fonctionner avec cette langue-là.
Donc, au cœur de la discussion, au cœur de la conception, au cœur de toutes les parties de la pédagogie ici, il doit y avoir cette conception que chaque apprenant que vous avez en salle de classe doit se voir comme un acteur social et toute la pédagogie doit être travaillée, si on veut, avec cette idée qu'on développe un acteur social. Maintenant, développer un acteur social en langue seconde, ça veut aussi dire qu'on est en train de développer un acteur social en langue maternelle. Ça, c'est un des avantages, si vous voulez travailler souvent en langue seconde, c'est que les compétences apprises parce qu'on est en contexte de langue seconde, ils ont également un lien avec la langue maternelle. Donc, en fait, c'est du travail d'investissement qu'on fait avec les apprenants. Donc, juste pour faire un lien rapide ici, parce que sur la prochaine image, on va aller plus en détail. Ça, si vous voulez, c'est l'idée que cet acteur social-là, il doit être respecté par rapport à son niveau de compétence dans le cadre européen. Si je travaille avec des apprenants qui sont en zone A1, c'est absolument important que la conception, la pédagogie, les tâches soient liées au niveau de compétence des élèves. Donc, en d'autres mots, moi, je dois apprendre comme enseignant, comme pédagogue, je dois être conscient du niveau de mes apprenants. Je voudrais que mes apprenants soient eux aussi conscients de leur niveau de croissance. Et à partir de ça, on avance vers la prochaine étape. Donc, si dans la même classe, j'ai Lise, j'ai Leslie et j'ai Barb qui se situent au niveau B1, il est possible que j'ai Alexandra, j'ai Julie, etc., qui se situent en zone A2+. Donc, dans ma conception pédagogique, je dois réfléchir au niveau de chacun de mes apprenants. Je dois apprendre à les connaître par rapport au cadre européen. Ensuite, ce qui va être vraiment important, ça va être d'imaginer des situations authentiques, des situations réelles et de commencer à concevoir des tâches actionnelles. Dans les ressources qu'on vous a présentées il y a 2 semaines et dans ce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui avec Jusqu'au bout, le Pearson, avec l'équipe des écrivains, des gens qui ont conçu les ressources, ont créé pour vous des situations authentiques et des tâches actionnelles. L'idée, c'est de s'inspirer de ces tâches qui ont été créées pour vous aussi pour créer d'autres actionnels. L'actionnel, si vous voulez, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une situation qui va faire que les apprenants vont apprendre miraculeusement. Mais l'avantage d'être dans des situations réelles ou potentiellement réelles, c'est que les apprenants peuvent se voir dans la vraie vie. Et quand les apprenants se voient dans la vraie vie, on a des chances que le développement, la croissance arrive vraiment. Il y a des principes fondamentaux aussi ici qui touchent la littératie. Donc, quand on va mesurer des aspects comme la compréhension, quand on va mesurer les qualités par rapport à la production, l'idée, c'est d'amener les apprenants pas seulement à nous donner des bonnes réponses, mais à comprendre ce qu'il y a derrière, quelles sont les intentions des auteurs, qu'est-ce qui est sous-entendu. Donc, on va en compréhension beaucoup plus en profondeur que juste ce qui est complètement superficiel. Parce qu'on est en langue seconde, bien sûr, il y a un aspect vraiment important par rapport à l'appréciation interculturelle, bien sûr par rapport à tout ce qui est francophonie, mais pas nécessairement juste ce qui est francophonie. Si vous travaillez dans des milieux comme nous avons maintenant dans la plupart des systèmes scolaires, vous avez à l'intérieur de vos salles de classe des classes qui sont multiculturelles. Donc, quand les classes sont multiculturelles, c'est important quand on est en train d'apprendre une langue seconde d'être conscient de toutes les cultures qui sont là et d'amener ça à la discussion. Parce que potentiellement, quelqu'un qui est d'origine des Premières Nations par rapport à quelqu'un d'origine canadienne-française ou quelqu'un qui soit d'origine britannique, par exemple, c'est possible que l'appréciation des contenus, l'appréciation ou la façon de faire peut varier. Donc, on veut s'assurer que la méthode soit respectueuse de toutes les cultures. Et bien sûr, et ici, on doit remercier les gens qui ont créé ces ressources-là, il y a un aspect absolument fondamental dans tout ce qui va être différenciation et tout ce qui va être inclusion. Donc, l'idée de base, c'est que ces méthodes-là, ces situations-là, elles permettent à tout le monde de participer, à tout le monde d'être respecté selon son niveau de croissance, etc. Donc, je vais avancer maintenant. Vous,
Vous avez peut-être l'impression de revoir la même image, mais maintenant, on va parler de cette histoire d'être un acteur social et de qu'est-ce que ça veut vouloir dire. Et là, j'ai de la terminologie ici qui est liée au cadre européen, mais qui est absolument fondamentale. Donc, lorsqu'on est en train de fonctionner socialement comme un acteur social, il y a cet aspect de ce que le cadre européen va appeler le savoir-faire. Comment faire ce que je veux faire? Je vais vous raconter une mini-anecdote ici. J'ai une de mes anciennes collègues que je respectais et que je respecte encore au plus haut niveau, une dame qui s'appelle Patricia Munante, qui un jour est allée travailler dans un pays d'origine espagnole. Patricia était professeure d'espagnol. Elle a pris des cours d'espagnol avant de se rendre dans son pays d'accueil. Et Patricia était une excellente élève dans sa classe d'espagnol et elle avait de bonnes notes. Elle savait comment conjuguer tous ses verbes. Sauf qu'elle m'a dit, tu sais, Denis, la première fois quand je suis arrivé dans un magasin et je devais payer à l'épicerie, je ne savais pas comment faire. Pourquoi? Parce que dans mes cours d'espagnol, j'avais appris la langue, j'avais appris des verbes, mais je ne savais pas comment faire. Et donc, là, ce qu'elle disait, c'est que ce qui est vraiment important quand on transforme la pédagogie et quand on va faire, c'est le savoir-faire. Donc, quand on est en mode action, quand on est en mode situation réelle, il faut qu'on apprenne à comment est-ce qu'on fait ça. Maintenant, ce qui n'est pas toujours évident, c'est que selon les niveaux que nous allons être ou dans la situation de développement, de croissance dans le cadre européen, il y a des actions qui sont plus faciles ou très difficiles selon le niveau que nous avons. Et donc, quand on arrive dans des situations, c'est d'être capable d'utiliser ce qu'on a et d'arriver à accomplir ce qu'on veut faire. Donc, tantôt, on va faire un lien avec le DELF, mais ceux qui connaissent un petit peu le DELF, vous savez que dans un niveau A1, on demande souvent aux élèves de réussir à faire une transaction. Donc, de faire une transaction, ça peut paraître très simple, mais à la base, il faut savoir comment saluer les gens, comment exprimer nos besoins. Il faut savoir comprendre de la terminologie au niveau des chiffres et de payer le bon montant pour ne pas se faire avoir. Donc, il faut arriver à se faire servir. Donc, cette logique du savoir-faire, si vous voulez, ça, c'est au cœur de planifier au niveau de la pédagogie. Donc, toute la logique de Pearson touche beaucoup autour de ce savoir-faire. Il faut aussi savoir être. Donc, en d'autres mots, et là, si vous voulez, on va directement avec le ballon opposé qui est comprendre et respecter le contexte social. Il faut savoir comment se comporter et savoir à qui on parle, avec qui on bavarde. Donc, lorsque Denis Cousineau est en train de jouer aux cartes avec ses enfants, présentement dans le confinement, ou si je suis dans une discussion sociale avec des amis proches, ma façon d'agir, ma façon d'être va être une façon, si vous voulez, qui est normalement amicale. Donc, la façon de parler va arriver là. Mais si je participe à une réunion comme aujourd'hui, si on veut, donc, je dois savoir comment agir autrement, de savoir qu'il y a des gens en ligne, d'être conscient des rôles des personnes, de savoir que Barb, c'est la personne clé qui organise le contenu aujourd'hui. Donc, il faut que nos apprenants, quand ils comprennent des contextes sociaux, quand ils comprennent leur rôle social, il faut qu'ils sachent aussi à qui ils ont affaire et il faut qu'ils comprennent est-ce qu'on est dans une situation formelle, est-ce qu'on est dans une situation amicale. Et tout ça, ça fait partie de savoir-être. Autre élément clé, et celui-là, il est important, et il va avec le prochain ballon ici, il faut savoir comment survivre. Donc, il faut apprendre à développer des stratégies quand on n'a pas tout à fait les mots. Donc, toute cette idée de paraphraser, cette idée de décrire avec le peu de mots qu'on a, ça fait partie du développement des stratégies d'un acteur social. Souvent, dans le passé, ce qu'on a vu, c'est que nos élèves développent, si on veut, des mauvaises habitudes et nous, on participe à cette culture-là. C'est que les élèves nous disent, ben, je pense que ce serait plus facile si je faisais juste le dire en anglais. Donc, en fait, il faut développer des stratégies pour permettre aux élèves, peu importe leur niveau, à arriver à dire ce qu'ils n'arrivent pas à dire facilement. Donc, il faut développer des stratégies. Il faut que nous, dans notre pédagogie, on apprenne à être très patient et de permettre aux élèves à arriver à accomplir les tâches.
Donc, une des consignes, si vous voulez, c'est que peu importe les étapes ou quel document on utilise avec Pearson, ce qu'on vous demande en pédagogie, en fait, c'est de ralentir, c'est de prendre votre temps et d'approfondir et d'aider les élèves à réfléchir sur comment ils ont réussi à accomplir ce ils avaient à accomplir et d'être conscient aussi de leur stratégie de survie. Le prochain verbe, si vous voulez, c'est un peu, on a dépassé la survie, mais c'est de savoir comment se débrouiller et comment se débrouiller pour être habile, pour arriver à à accomplir ce qu'on essaie d'accomplir. Donc, c'est certain que quand on va parler d'un élève qui va se situer au niveau B2, mon acteur social, il est encore beaucoup plus développé. Celui-là, en fait, il n'a plus besoin de se débrouiller. Celui-là, il doit fonctionner à un niveau. Mais avant d'arriver à fonctionner à un très haut niveau, il faut savoir comment survivre, il faut savoir comment se débrouiller. Et je reviens sur mon dernier ballon, il faut toujours apprendre à respecter le contexte social, d'être conscient des règles sociales, des règles sociolinguistiques, du contexte sociolinguistique et de savoir que ce contexte-là peut varier d'une province à l'autre, peut varier d'un pays à l'autre, peut varier d'une culture à l'autre. Donc, ce qu'on essaie de créer, en fait, dans la salle de classe, c'est d'aider l'élève à devenir un bon acteur social en lui procurant la langue seconde, mais en même temps en développant socialement quelqu'un qui peut devenir très habile. OK. Je, je vous encourage ici, ça fait partie du diaporama, mais on ne va pas aller m'écouter sur le site. Vous m'avez live présentement, mais si vous avez besoin de revenir, il y a des petites capsules qui existent sur le site de Pearson avec lesquelles j'explique l'approche actionnelle et l'idée de cet acteur social. Donc, si vous avez besoin un jour d'un petit refresher, d'un petit retour en arrière, je vous encourage à aller voir ces aspects sur le site. Je pensais, pour aider à la discussion aujourd'hui, de vous donner des exemples que j'appelle des contre-exemples. Donc, ça, c'est une façon, si vous voulez, indirecte de vous parler de l'approche actionnelle en vous montrant ce que ce n'est pas. Moi, je navigue un peu partout sur Twitter. Je vois des gens qui m'envoient des courriels et j'hésite jamais à partager des bonnes idées, mauvaises idées. Mais ce qui m'intéresse toujours parfois, c'est de voir qu'est-ce qui est au cœur des approches qui sont proposées. Et je vous donne un exemple qui, d'après moi, fait un lien avec ce que j'appelle l'ancienne pédagogie. Donc, voici un exemple qu'on aurait pu voir. Donc, on a souvent l'impression que les élèves, ben, il faut leur donner du vocabulaire. Et il n'y a aucun doute que les élèves ont besoin de vocabulaire, ils ont besoin d'expression. Mais je vais vous montrer ici comment ces images-là sont des images qui peuvent aider les élèves à acquérir du vocabulaire, mais qui ne développent pas l'aspect social chez l'apprenant. Donc, parfois, on va avoir des affiches dans les salles de classe, on va avoir des thématiques, on va avoir des méthodes qui vont nous proposer les animaux. Donc, dans un premier temps, on amène les élèves et on leur dit, bon, ben, on va voir les mots des animaux, on va écrire les noms des animaux, on va avoir des images avec les animaux. Et donc, on va apprendre à parler des animaux. Et on amène souvent les apprenants à formuler avec des éléments de syntaxe. Donc, j'aime les chiens, j'aime les singes, je n'aime pas les chats, je n'aime pas les souris. Et donc, l'élève qui est en train d'apprendre dans ce contexte-là, si vous voulez, c'est pas que c'est mal, mauvais, etc., mais ce qu'on est en train de créer pour l'apprenant, c'est que la langue, c'est comme des petites particules. Et ce qu'on essaie d'imaginer après, c'est dans quel contexte est-ce que l'élève dirait ces phrases-là. Okay? Donc, est-ce qu'il y a un contexte derrière ceci ou est-ce que tout ce que l'enseignant est en train de viser maintenant, c'est la maîtrise des structures? Donc, ce que l'approche actionnelle essaie de faire, c'est de dire si j'ai besoin de ces structures-là, il faut qu'il y ait un contexte pour lequel on dirait. Je vous ai donné la même chose avec les légumes. On apprend les mots des légumes, on apprend des formules comme j'aime, je n'aime pas. Et fondamentalement, ce qui est important ici, c'est pas que de porter un jugement moral sur ceci. C'est que de temps à autre, et avec les ressources que nous avons, on a parfois des éléments de vocabulaire, on a des structures à amener.
mais tous les aspects de langue sont directement liés aux approches ou au contexte authentique. Ces éléments que je vous montre ou ces contre-exemples, ce n'est pas à déterminer qu'il faut faire, ne pas faire. C'est juste que quand il n'y a pas un contexte et il n'y a pas de contexte social, la portée de cet apprentissage-là reste limitée. Je vous amène un petit peu chez mon réseau Ma Vie ici et juste pour faire un lien. Ce que vous voyez dans un premier temps ici, c'est que vous voyez qu'on se débrouille, mais on se débrouille par rapport aux compétences. Donc, directement, vous savez que l'apprenant a une responsabilité à travailler à la fois l'oral, à travers l'écrit, et ça devient des situations réelles. Et dans ces situations réelles-là, l'élève apprend à demander de l'aide, à inviter les gens, à suivre. Donc, il y a un contexte authentique. Donc, quand mon réseau Ma Vie a été créé, on a essayé de situer cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a un bénéfice ajouté au développement de l'apprenant. Avec Jusqu'au bout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a créé une méthode grand adulte. Il y aura des présentations et Christine, qui est en ligne, a fait une excellente présentation dans un de ses webinaires. Il y a je vous invite en fait après à aller explorer ceci. Mais ce qu'on a essayé d'imaginer, c'est qu'on a créé une méthode pour dire ces grands ados que nous avons dans nos salles de classe, qu'ils soient en immersion, qu'ils soient en Core French, un jour, ils vont se situer, ils vont aller vivre à l'extérieur de leur maison. Présentement, moins à cause du confinement. J'en ai 2 grands qui sont à la maison maintenant, mais mes enfants, ils ont bien hâte de retourner à Sherbrooke, de retourner à Montréal, de retourner dans leur environnement. Maintenant, parmi les éléments ici, c'est qu'ils vont faire face à des situations complexes, des situations nouvelles. Comme par exemple, ils auront besoin d'aller trouver un appartement. Ils auront besoin de savoir comment aller magasiner, comment s'organiser pour aller changer d'environnement. On a un scénario qui a été créé dans Jusqu'au bout avec cette idée d'acheter une première voiture et de comment faire cet aspect-là. Donc, on sait qu'il va y avoir des aspects de numératie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un lien direct par rapport au niveau. Il y a un lien aussi directement à des situations et des contextes qui sont parfois complexes. Tout ne va pas bien. Dans Jusqu'au bout, on n'a pas créé un scénario à la Walt Disney. Il y a des éléments parfois qui vont mal. Il y a des éléments où on a des situations à régler. Donc, notre apprenant, quand il fait face à des aspects conflictuels, des aspects complexes ou des intrus ou des imprévus, c'est là que la langue nous amène à survivre, à se débrouiller, à apprendre à faire autrement. Ce qui est intéressant dans ces scénarios ici, c'est que l'aspect authentique est absolument fondamental et on essaie de créer potentiellement en salle de classe le plus d'aspects qui vont être à développer à ce niveau-là. Les actes de parole en contexte, je vais vous parler de ça ici. Et donc, ce que vous voyez, c'est que là, on est dans la langue. Et contrairement à la langue que je vous ai montrée tantôt, l'idée de base ici, c'est d'apprendre à utiliser la langue pour communiquer. Donc, pour arriver à fonctionner dans mon scénario, voici comment je peux demander de l'aide à quelqu'un, comment je peux décrire quelque chose. Donc, les situations sont des situations sociales. Donc, la langue est directement liée et cette idée d'acte de parole, c'est toujours les actes de parole en contexte. Ce que vous allez remarquer aussi, il y a un aspect de différenciation, c'est qu'on offre dans tous les aspects des situations ou des contextes et avec des scénarios possibles. Scénario A, scénario B, situation, et on amène l'élève à avoir des aspects. J'espère que je suis en bonne... Oui, on va avancer un petit peu ici. Exprimer le désaccord, vous voyez que les compétences sont au milieu ici. On va parler de comment dire les choses et dans quelle situation on va voir. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que mon j'aime réapparaît ici, mais ce qu'on va ajouter, c'est pour exprimer des préférences, pour montrer pourquoi j'aime pas les choses et de s'assurer qu'il y a un contexte pour avoir une situation sociale qui tourne autour de ceci. Maintenant, on va aller dans ma deuxième partie. On ne veut pas vous embêter avec
l'approche actionnelle pendant éternellement, mais on va maintenant savoir qu'est-ce qu'on fait avec la grammaire. Et ça, si vous voulez, c'est la question qu'on entend depuis déjà une quinzaine d'années. Denis, le Code européen, c'est intéressant, mais moi, dans ma salle de classe, j'aime bien faire de la grammaire et les élèves ont besoin de grammaire. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet aspect grammatical et comment est-ce qu'on le repense ici. Donc, je vais aller avec cette image que j'utilise dans multiples occasions, peu importe le contexte, mais d'après moi, il s'applique. Et pour vous aider, pardon, on va, on va ravigoter un petit peu. Désolé pour ce bruit infernal qui vient du fond de ma gorge. L'idée ici, c'est d'être conscient que la grammaire, si on veut la rendre utile pour les élèves et qu'on veut que la grammaire arrête d'être l'ennemi du peuple, il faut que la grammaire soit vue aussi en contexte. Donc, la grammaire, elle doit être au service de l'apprentissage. La grammaire, elle doit être au service des compétences. Donc, quand on pense à tout l'aspect grammatical, on doit penser à l'aspect formatif de la grammaire. Comment est-ce que la grammaire va m'amener à mieux communiquer? Donc, ce que vous voyez ici, c'est les 6 compétences fondamentales au niveau linguistique, donc production orale, compréhension orale, interaction orale, compréhension des écrits, production écrite et interaction écrite. Donc, quand on amène les élèves à être conscients d'aspects grammaticaux, fondamentalement, il faut faire un lien avec les compétences. Il faut dire aux élèves, quand tu vas utiliser tel aspect de syntaxe, tel aspect de vocabulaire, ça va te permettre de mieux communiquer quand tu vas être dans une interaction orale. C'est absolument fondamental aussi si on veut que la grammaire joue un rôle euh, utile ou si on veut un rôle positif dans le développement des élèves, il faut être respectueux du développement de l'élève. Donc, parler de grammaire quand on est au niveau A2 comparativement à être au niveau B2, ce sont deux logiques complètement différentes. Dans un cas, au niveau A2, on est encore en train d'accroître, de développer sa croissance, de découvrir la langue. Donc, la maîtrise grammaticale, on n'a aucune attente par rapport à la maîtrise. En fait, tout ce qui est grammatical, ça tombe dans le monde de la découverte. Et parce qu'on est dans un modèle plurilinguiste aussi, il faut amener l'élève à être conscient de sa propre grammaire. Donc, la grammaire, si vous voulez, dans une pédagogie repensée, ça doit devenir plutôt un jeu. Ça doit devenir un aspect métacognitif de dire, OK, ah oui, si j'utilise de cette façon, ça va. Et les enseignants, on doit apprendre à être extrêmement patient avec les apprenants pour qu'ils puissent graduellement développer leurs compétences grammaticales sans s'attendre à de la perfection très rapide. Parmi les grandes difficultés des gens qui apprennent des langues, et le français est une de ces langues complexes, c'est que les enseignants aiment bien que la précision grammaticale, elle arrive très tôt dans le processus. Donc, ce que Pearson essaie de faire avec ses ressources et ce que ces experts du Code européen essaient de faire avec vous, c'est de développer chez vous, les pédagogues, un aspect de patience dans le développement linguistique. Si je me trompe avec mes masculins et féminins tout le long de mon parcours de langue française, mais j'arrive à communiquer en français, ben, j'arrive à communiquer en français. Et donc, ça, c'est ce qui est à valoriser. Donc, ça amène vraiment une réflexion fondamentale au niveau de comment on conçoit cet aspect-là. Parlons maintenant de le lien avec le DELF. Je vous montre ici un lien par rapport au DELF en Ontario. L'Ontario, est comme toutes les autres provinces maintenant, sont embarquées dans le DELF. Malheureusement, cette année, je ne sais pas ce qui va se produire avec le DELF. La situation, elle est problématique, mais on sait que le DELF, il est là pour rester. Il y a plus de 12 000, 13 000 Canadiens qui ont fait le DELF l'année dernière et on est dans une tangente montante par rapport à ça. Pourquoi le DELF fonctionne, c'est qu'en principe, ou en partie, c'est que le DELF situe l'élève dans son développement. Ça permet aux gens de confirmer une étape importante de croissance. Donc, si les élèves se font tester de façon importante à travers toutes les provinces,
ben, les ressources qui sont liées au cadre européen, logiquement, permettent aux élèves d'améliorer leur performance ou de faire des liens avec le cadre européen. Donc, si on revient au DELF, aux actions du DELF et aux compétences qu'on mesure dans le DELF, si on prend simplement ce que je vais appeler production et interaction, quand on regarde des verbes qui sont à la base de l'évaluation dans les DELF et quand on regarde ce que les ressources nous permettent de faire, quand on regarde le niveau A1, ce qui est important, c'est d'arriver à dire des choses. L'exemple, par exemple, d'être capable de se présenter, de dire qui on est, d'où on vient. Ça, ce sont des valeurs absolument fondamentales dans un acteur social qui est en train d'apprendre à survivre. Quand on arrive au A2, là, la séquence, si vous voulez, langagière, elle se développe. Le A2, on devrait l'obliger ou on devrait l'encourager. Si vous voulez, pas obliger, c'est peut-être pas nécessairement le bon verbe, mais on devrait l'amener à raconter, à coller quelques idées ensemble, de nous donner des séquences. Quand on arrive au B1, ce qu'on a besoin, c'est cette idée d'exprimer des points de vue, de dire ce qu'on pense, pourquoi on le pense. Donc, d'arriver à justifier. Et quand on est en B2, et je sais qu'il y a des enseignants ici qui sont sûrement des enseignants en immersion, bien, l'idée fondamentale dans le B2, c'est la compétence de l'argumentation. Faire le tour d'une question, de regarder les situations, de voir où on va se situer. Donc, logiquement, ici, c'est que si on est conscient de ce qu'on demande aux élèves de faire sur un DELF, quand nous, on regarde les séquences pédagogiques qui existent chez les ressources de Pearson, bien, on colle ces verbes-là à la réalité et on exploite le contenu et le matériel de dire, ben, si tu veux t'acheter une voiture, il faut que tu convainques tes parents que c'est une bonne idée. Donc, il faut que tu arrives à justifier ton point de vue. Il faut que tu sois capable de raconter des choses, comment ça s'est passé. Donc, ces verbes-là, ils sont fondamentaux et ils sont à la base de développer un acteur social. Maintenant, faisons un lien avec l'évaluation qui doit être à la fois formatif et qui peut éventuellement devenir sommatif. Grande constatation déjà, c'est que souvent, on évalue de façon sommative trop rapidement. On ne permet pas aux élèves de se développer. Donc, la ressource, elle est faite pour donner de la rétroaction et avant de se dépêcher à aller évaluer formellement les élèves, il faut les amener à réfléchir sur les stratégies, comment est-ce qu'ils ont appris et de faire un retour et de permettre aux apprenants à faire et à refaire. Donc, quand on va parler d'évaluation, ce qui est vraiment important, c'est que premièrement, l'évaluation doit respecter le développement de l'élève par rapport au cadre européen. Donc, si on évalue un élève au niveau A2, l'évaluation doit tenir compte de ce niveau de développement-là et doit être adaptée aux exigences de ce niveau, aux compétences de ce niveau-là. Idéalement aussi, l'évaluation ne se fait pas en contexte. Donc, si l'idée, c'est d'utiliser la langue en contexte, il n'y a aucun avantage à demander à des élèves à conjuguer des verbes et donner des points sur des verbes ou de donner une liste de vocabulaire sans qu'il y ait un contexte qui est lié à une production, à une interaction. Logiquement aussi, il faut qu'il y ait un lien par rapport à ce qui s'est déjà produit. Donc, l'élève, on essaie de créer des contextes, on les amène à être situés dans des environnements. Donc, logiquement, quand on est dans des situations d'évaluation, pour l'élève, ça ne devrait pas être du nouveau, ça devrait être des choses prévisibles. Et logiquement, si on va parler d'évaluation et on va faire un lien cadre européen, c'est absolument important pour les enseignants de planifier que l'évaluation a un élément ou un aspect différenciation. Mes élèves qui sont en A2, mes élèves qui sont en B1, mes élèves, et d'avoir des possibilités, des tâches qui sont différentes pour évaluer. Je vais, si vous voulez, conclure ici en retournant sur un aspect. On va conclure sur cette idée de faire le lien compétence et confiance. Donc, vous avez ici des images qui amènent dans des ressources qui sont chez Pearson. L'idée pendant ce parcours-là, c'est qu'on développe des gens qui vont partir
du tout début, qui sont des A1 ou qui sont des A1.1, qui vont potentiellement un jour se rendre au B2 ou potentiellement un jour se rendre au B1 ou potentiellement se rendre dans les niveaux C. L'idée, c'est d'utiliser les ressources et de voir comment est-ce qu'on peut exposer les élèves à la langue, les amener à utiliser la langue comme des acteurs sociaux. Donc, avec EcoPro, avec des ressources, on amène les très jeunes à comprendre comment fonctionner. Avec mon réseau Ma Vie, on les amène à être conscients aussi comme début d'adolescence ou fin de jeunes personnes au cycle primaire, à voir qu'il y a toutes sortes de situations sociales et que la langue, ça n'existe pas juste dans une salle de classe enseignée par Madame Rees ou enseignée par Madame Dell. C'est que la langue, elle existe réellement dans la vraie vie. Et donc, mon réseau Ma Vie, d'après moi, ça nous amène à toute la réalité sociale de la langue et de l'utilisation de la langue. Et quand on arrive avec jusqu'au bout, ben, la logique, c'est de dire que maintenant, vous êtes une grande personne, vous êtes un jeune adolescent et vous avez besoin d'autonomie. Et la langue devrait vous servir à fonctionner. Et vous êtes chanceux, vous n'avez pas seulement votre langue maternelle, mais vous avez aussi cette deuxième langue. Donc, ça, c'est absolument fondamental. Et si vous voulez, ça conclut à peu près les grandes idées que je voulais discuter avec vous. Et donc, je vais arrêter de partager mon écran et on va aller à la partie maintenant des questions et des réponses. Donc, rebonjour tout le monde. Et Barb va probablement se joindre à nous et on va probablement maintenant passer à la partie des questions-réponses. Bonjour. So we do have a question, Denis, in the chat. I will read it in English. Yep. It's all good. I can answer in English also and translate it in French if you want. Okay, so from what I just understood, we need to change the immersion and core courses to levels A1, A2, B1, B2, and this way we could take our students from one level to another. When we have classes of 30 and more at different levels, it is difficult to accommodate everybody. Okay. No, I'm going to reply to that because that's not quite what I was saying in there. I think when parents choose programs, they choose programs that meet the needs of their children. Okay, and I'm going to use my own children as an example. Because I'm in the Quebec system, I did not have this option of immersion versus core or extended like we have in other provinces, etc. So if I put my daughter Daphne in a second language situation, I would have chosen the option of core English if we want, or core French. Daphne was an anxious learner. She was extremely worried, and I'm not sure that when she was in kindergarten, grade 1, grade 2, that an immersion stream would have met her needs. I think Daphne would have frozen, it would have been very difficult for her. Tristan had a very different personality. He would have been perfectly suited for immersion because of his personality. So I think the one thing we have to understand is that when parents choose programs, they choose programs that reflect the needs of their own children, and they typically know what's best for their own. What the CFR does, and qu'est-ce que le code, what the CSCR does is that it permits you to say, whether I'm working in a core French scenario, whether I'm in immersion, I have to understand that not all my learners will learn at the same rate. Okay, so there's not that one program is good and the other program is better. This is a question of saying that every program should be valued and permit learners to learn at their own rhythm. Okay, but the advantage of having a resource based on the CFR is to say, I can use Jusqu'au Bout, for example, in an immersion context because I'm aware that my learners are at this stage right now. But I can also use the same resource in core French and understand that I might need to adapt because my learners are not quite there. So this is not a question of getting rid of programs. This is more of a reality to say we have to acknowledge within the programs that learners are at different stages, and that is perfectly normal. That's the way life really works. I hope this answers it. It's long discussion.
Juste pour peut-être faire une petite traduction, puis Lee, je te donne la parole après, c'est que à la base ici, c'est que l'idée, c'est de respecter les programmes dans lesquels les parents inscrivent leurs apprenants et qu'il n'y a pas un programme qui est mieux qu'un autre programme. Tous les programmes devraient être respectés. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'à l'intérieur d'un programme comme Core French ou Extended French, c'est qu'on permette aux apprenants d'évoluer avec le cadre européen. Lee, je pense qu'on attend du background chez toi. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Je voulais juste ajouter que quand on a fait notre recherche, oui, il y a plusieurs niveaux de compétences ou d'habiletés pour chaque année du secondaire. L'idée, c'est on vous offre des outils de diagnostic, donc de déterminer le niveau qui est le plus majoritaire, mais en même temps, il y a plusieurs outils qui vont vous permettre de différencier chacune des situations ou des scénarios. Et pour ça, il faut vraiment avoir le webinaire pour passer en revue la ressource. J'espère que ça répond à la question. Oui, c'est beau, Lise. Okay, I see one question here that I'll answer right now, Barb, and then I'll get back to you. There's one question here about where students should be in French immersion by grade 8. Okay, is there a way to put? I think I'm hearing some background noise. Is it Lise? Is it? Lise? Ah oui, OK, une minute. OK. Juste, on entend des messieurs parler, Lise. Oui, c'est beaucoup mieux. Merci. Okay. You got to be careful about pegging levels of progression based on grade level. A couple of questions need to be answered first. What year did the learners start the French immersion program? Are we talking early immersion? Are we talking middle immersion or late immersion? All of those are going to have an impact on where they are at the end of grade 8. Typically, here's a sort of a broad range to look at. If learners started in early immersion, kindergarten or early childhood, and they've been exposed for 8 years, it's very logical to imagine that by the end of grade 8, they should be solid A2s, and maybe a few of those learners are within the reach of B1. Okay, they're starting to be there. If my learners have started in the late immersion program in grade 7, okay, then it is totally illogical to imagine that they would be at the end of A2 or A2 plus or B1. C'est complètement illogique. Donc, ce qu'il faudrait imaginer pour des élèves qui auraient été en immersion tardif, potentiellement, ces élèves-là se retrouveraient plutôt dans une situation de A1 à 1+. Okay? There's sort of a logical way to look at progression with the DELF or the CEFR progression. If you are in school for 3 years, typically, and if you've had like solid exposure, so an immersion program is solid or extended exposure, then it's logical to imagine that 3 years of schooling might bring you from one level to the next level. Okay, so 3 ans pour A1, 3 ans pour A2, 3 ans pour B1 et un autre 3 ans pour mon B2. Okay? En étant conscient que pour certains élèves, même si c'est une logique qu'on peut imaginer, certains apprenants après 12 années de scolarité vont encore ressembler un petit peu à des B1 ou des B1+. If I'm in a core French scenario, it's quite possible that this logic of 3 years might take 4 years because there's less exposure to the language. There might be less possibilities to communicate. So what takes 3 years in immersion might take 4 years to develop in core French. The other logic, some schools in the Ottawa region start their core French programs as early kindergarten. In other regions, then we don't start until grade 4. This is all going to have an impact. So part of la discussion aujourd'hui, c'est de vous amener à bien comprendre le cadre européen et d'apprendre à bien, comme a mentionné Lise tantôt, apprendre à bien de créer un diagnostic avec vos élèves
pour essayer de bien les situer. Des outils pour l'auto-évaluation avec le cadre européen, il y en a des quantités phénoménales. Donc, l'idée, c'est de créer comme un accord commun, parents, enseignants et élèves, de savoir que aujourd'hui, à ce moment-ci, Denis Cousineau, ben, il ressemble à un B1 dans son développement en anglais, par exemple, ou son B1 ça en français. Maybe I can go to the next one. You're okay? I see the questions in front of me. Yeah, no, Est-ce I que, put myself on mute so you don't have all that noise. OK. Est-ce que jusqu'au bout est recommandé pour les 11e cadres? Oui. En fait, quand la ressource jusqu'au bout a été créée, si vous regardez, c'est d'amener les élèves de A2 jusqu'à B2. Donc, en fait, la ressource, elle est très flexible. Elle peut être utilisée pour des élèves de core et pour des élèves d'immersion. Et la logique, c'est une ressource qui est prévue, si on veut, après la 9e année. Donc, dans les ressources de Pearson, point de connexion, et si vous voulez, la ressource qu'on recommande fortement pour les 9e années. Mais après ça, jusqu'au bout, on savait qu'il y avait une demande à travers le pays pour une ressource à la fois Core French et une ressource immersion pour le développement, tout ça. Donc, elle peut être fortement utilisée. Elle peut être utilisée avec dans des programmes de Core ou de CAD ou FSL, comme on pourrait l'appeler en Alberta ou dans d'autres provinces. I see. Okay. I think that looks like it's all the questions. If you have more questions, you're welcome to put them in the chat right now. If there's still quite a few people on the call, so I'm not going to unmute everybody, but you can raise your hand, and then I can, if you want to talk out loud, I'm happy to unmute you and give you and permit you to talk. Here we have a hand. Ashley, c'est ça, Ashley Russell? Yes, Ashley, you should be able to speak. Bonjour, Ashley. She's still showing as muted on her mic. Is there a way, can I activate her? Ah, voilà. Ah, bonjour. Est-ce que tu peux m'entendre? C'est beau. Oui, on t'entend très bien. Bonjour, Ashley. Bonjour. Je voulais juste confirmer, juste en regardant le site de Pearson, je sais que tu ne veux pas qu'on met les élèves selon leur niveau à l'école. Par exemple, un élève de 6e année, tous ces élèves sont dans un A1. Moi, j'enseigne le français à 4 bases. Alors, je veux juste, je sais que la plupart de mes élèves sont un A1, mais j'ai quelques élèves qui sont un A2. Alors, je veux juste, si tu peux juste me diriger avec les enseignants et enseignantes de la 4 bases, ces élèves vraiment, comment est-ce qu'ils se dirigent vers A2 et combien de temps est-ce que ça va les prendre? Parce que ceci, je trouve, c'est la question la plus grosse. Et avec les ressources, comment est-ce qu'on peut les soutenir à améliorer dans cette façon? Ouais. OK. Ta question, elle est absolument pertinente, Ashley. Et ça, c'est pourquoi, si tu regardes toutes les ressources de Pearson, cette idée de différenciation, elle est absolument fondamentale sur 2 tableaux. Premièrement, il y a des possibilités de faire différentes activités selon les niveaux de tes élèves. Donc, il est possible de différencier et de permettre aux élèves d'avoir des choix, d'utiliser une situation qui leur paraît plus facile. Souvent, la situation qui leur paraît plus facile est indirectement liée à leur niveau de compétence. Mais l'autre aspect aussi, c'est de tenir compte du niveau des élèves et d'amener les élèves à jouer des rôles différents selon leur niveau. Donc, je vais te donner un exemple ici de scénario pédagogique. Donc, dans certaines situations, on amène les élèves à discuter. Donc, parfois, on peut regrouper les élèves selon leur niveau et d'amener mes élèves. Donc, si tu as des élèves au niveau A2,
tu crées une discussion de groupe à deux élèves au niveau d'A2 et j'ai mes A1 qui discutent entre eux. Ou j'amène mon élève A2 en discussion avec mon élève A1, mais j'amène l'élève A2 à être le journaliste, si vous voulez. Donc, le journaliste a un petit peu plus de langue que les gens qui se font interviewer. Et le journaliste, si on veut, prend un petit peu plus de responsabilité. Donc, c'est juste d'être conscient que dans une situation sociale réelle, okay? Donc, on imagine qu'on n'est pas dans une salle de classe. Des gens qui ont des niveaux de compétences différents linguistiquement, ça existe partout. Et dans la société, on arrive vraiment à fonctionner. Donc, dans la salle de classe, ce qu'on essaie de créer avec les élèves, c'est de dire, OK, bien, ceux qui ont un petit peu plus de langue, on va pouvoir en profiter parce que l'approche, elle va être sociale, beaucoup plus qu'une approche de contenu. Donc, ce n'est pas la quantité qui va déterminer ma compétence. Donc, c'est qu'on veut créer une approche où l'élève A2 continue à se développer parce que son chemin, c'est de se diriger vers le B1. Et mon élève A1, au lieu de lui dire qu'il est inférieur aux autres élèves, c'est de dire c'est parfaitement normal d'être dans la zone A1, mais pour pouvoir aller au niveau A2, il va falloir être capable de progresser dans tel sens. Et c'est pour ça que toutes les discussions, tous les aspects, les pistes de différenciation dans les ressources sont fondamentales. Mais pour nous, ce n'est pas évident parce qu'on a souvent fonctionné avec la logique, ben, les 8e années devraient être rendues à tel point. Donc, ce qu'on vous amène à réfléchir, c'est de dire, oui, globalement, mon groupe est principalement là, mais je suis conscient que j'ai des élèves qui sont un petit peu plus avancés au niveau linguistique et j'ai des élèves qui sont peut-être pas tout à fait rendus au même niveau. Donc, comment est-ce que dans ma pédagogie, je peux appuyer tout le monde? Est-ce que c'est facile à faire? Pas du tout. Est-ce que c'est important de le faire? Complètement. J'espère que ça répond. Barbara, you're mute. We didn't understand. Yeah. I'm so sorry. That's all good. Anyway, thank you, Lise. I was saying that there are no current questions in the chat, but I have gone in and unmuted everybody. So you should be, if you want to speak, you just have to unmute yourself, but I've given you the ability to talk. But what I wanted to just do just before there are any other questions is to just say thank you very much to Denis for today. Really appreciate hearing you. And to everybody else, this is being recorded and you will get a copy of the recording tomorrow in an email. And we will stay on for a few more minutes if there's more questions. So thank you very much for joining us today.